production Les Podcasteurs. Bienvenue, vous écoutez Coquelicot, le podcast qui replace le clitoris au centre de notre vitalité et qui remue en profondeur notre rapport au plaisir féminin. Un rendez-vous de reconnexion à la puissance de cet organe trop longtemps ignoré. Un appel à notre boussole de sensibilité et de force. Les Coquelicots chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coquelicot lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coquelicot, tu ressens quoi, toi ? Aujourd'hui, je reçois Nathalie Tisser-Boinet et Émilie Thivet-Grivel. Toutes les deux avocates, elles se sont orientées vers la médiation, convaincues que leur mission face à un conflit ou un risque de conflit est de créer les conditions pour que la paix advienne. Leur solide expérience d'avocate, de famille, de salariés, de chefs d'entreprise, l'accompagnement de situations conflictuelles complexes, leur conviction de femmes les amènent aujourd'hui à s'engager davantage, au cœur de ce qu'il faudrait transformer depuis nos lois pour soutenir émancipation et coopération symétrique entre les femmes et les hommes. Bonjour Nathalie, bonjour Émilie. Comment vous vous sentez là, face à moi, dans ce studio utérin, derrière le micro de Coquelicot? Bonjour Caroline, moi je me sens très heureuse de pouvoir participer à ce podcast et je t'en remercie. Bonjour Caroline, je te remercie également de ton invitation et effectivement, merci pour l'accueil, on se sent très bien ici. Pourquoi c'est le bon moment pour s'atteler à faire bouger les lois qui impactent les couples et les familles ? Alors, qui commence ? C'est Nathalie. Oui, je vais commencer. En fait, moi, ce qui m'anime, c'est d'abord à titre personnel, parce que ça fait 20 ans que j'entends presque toujours la même histoire se dérouler devant moi, en tant qu'avocate ou en tant que médiatrice, dans les séparations que j'organise. Et ce schéma est tellement répétitif qu'il m'apparaît clairement que je dois le faire connaître, d'une part, et, si possible, l'interrompre. Et puis, à titre sociétal, parce que justement, il y a une telle masse de gens qui vivent la même chose, et je ressens qu'il y a une profonde envie de changement de société. Et donc, c'est le moment de procéder à cette modification. Oui, pour compléter le propos de Nathalie, je dirais que nos outils juridiques, à savoir les dispositifs qui ont été créés par le législateur au fil des ans et sur lesquels les avocats s'appuient lorsqu'ils sont en charge d'accompagner les personnes qui traversent une séparation, ces outils-là sont clairement défaillants, sont clairement perfectibles. On pourrait même dire qu'ils sont totalement anachroniques pour certains. Et ils sont aujourd'hui, ils sont incapables d'enrayer les inégalités entre les hommes et les femmes. Au contraire, on peut même constater qu'il y a même une aggravation de ces inégalités qui sont révélées particulièrement au moment des séparations et qui sont aussi induits par nos outils juridiques et nos méthodes de travail. Et ça, c'est le deuxième point, c'est qu'on a un problème sur le plan du droit, et on a un problème sur le plan des pratiques professionnelles. Et quand je dis nous, c'est nous les professionnels du droit, que sont les avocats, les magistrats aussi, au risque de me fâcher, et les notaires. Aujourd'hui, nos pratiques sont clairement pointées par des sociologues qui ont fait l'analyse très fine de ces pratiques comme participant à l'accroissement de ces inégalités de genre. Alors, on rentrera peut-être, j'espère, dans le détail un peu plus loin, mais on peut dire que collectivement, nous participons, notaires, avocats, juges, à entretenir des situations profondément injustes et inéquitables entre les hommes et les femmes. Alors, la route vers l'égalité entre les femmes et les hommes a modifié le couple. Aujourd'hui, les partenaires cherchent une symétrie, pas une complémentarité qui flèche les rôles, encore très sexués, de chacune. Par quoi faudrait-il commencer concrètement pour participer à des relations plus justes et plus belles aussi ? C'est Nathalie. Oui, ce qui me tient à cœur, il faut commencer par se parler.
Ça peut paraître enfoncer une porte ouverte, ça peut paraître simpliste, voire simplet, mais c'est bien ça l'élément manquant. Se parler avant de faire couple et surtout pendant. Nous, en tant qu'avocates, on permet enfin aux personnes de se parler après. Mais c'est déjà trop tard et encore trop peu répandu. Les méthodes de travail qu'Émilie sous-entendait sont des méthodes dans lesquelles on fait d'abord mettre en avant le dialogue entre les personnes. Et bon, voilà. Donc nous, on arrive quand c'est trop tard. Et c'est ça ce qui est vraiment dommage. Donc en fait, dans le couple, il faut avoir le courage de se concerter et de se dire les choses à fond, sinon on va à la catastrophe. Par exemple, décider ensemble de qui fait quoi pendant l'année à venir. Et pourquoi, une de mes idées, pourquoi ne pas inventer une forme de garde alternée des enfants pendant la vie du couple ? Les deux parents pourraient décider que les lundis et mardis, c'est le père qui rentre plus tôt et qui s'occupe d'eux pendant que la mère fait autre chose. Et les mercredis et jeudis, c'est l'inverse. C'est Excellent. Une idée venue du fait que lors d'une séparation, les pères arrivent à se libérer le soir pendant les périodes où ils accueillent leurs enfants chez eux, par exemple en garde alternée ou les week-ends, alors qu'auparavant, ils se reposaient sur la mère pour s'en occuper. Et d'une façon générale, il y a des idées à inventer, des façons de faire nouvelles qui peuvent paraître folles ou révolutionnaires. Mais l'urgence, c'est quand même de changer la donne. Oui, est-ce que je voudrais rajouter les pratiques que je dénonçais tout à l'heure, les pratiques professionnelles, sont celles en fait traditionnelles qu'on a appris quand on est jeune avocat. On reçoit un client, on va se saisir de sa cause, on va vouloir le défendre. Et notre première formation, c'est la castagne. Quand on est jeune avocat, on nous dit, c'est un peu le mantra qui nous construit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Non, en fait, non. La meilleure défense, c'est pas d'aller casser la figure de l'autre, surtout quand c'est le parent de son enfant. Ça, c'est complètement absurde. Il faut vraiment se départir de cette première matrice. Et aujourd'hui, il y a un nouveau rôle des avocats à inventer et qui a des conséquences très concrètes sur ces séparations. Parce que la conflictualité dans laquelle on a baigné et dans laquelle on emmène les personnes, et on a une vraie responsabilité en tant que professionnel du droit, elle est absolument mortifère. Et aujourd'hui, ça n'est plus la totalité des avocats qui travaillent comme ça, heureusement. Et on essaie de faire cette promotion et on est très nombreux. Il y a des associations qui se créent, il y a tout un mouvement qui quand même interroge nos habitudes juridiques et qui fait cette promotion des modes de règlement amiables, alternatifs, des conflits. C'est le droit collaboratif, c'est la médiation, c'est le processus participatif. Mais toutes ces nouvelles façons de travailler, elles mettent le dialogue au cœur de la volonté de régler les conflits. Et ça, finalement, c'est assez nouveau pour les avocats parce que c'est pas notre première façon de faire. Mais c'est ça la voie, je pense, qu'il faut suivre. C'est ça la modernité dans notre façon de travailler. Et pour revenir plus spécifiquement sur le couple, évidemment que je ne peux que rejoindre Nathalie. Il faut évidemment plus de dialogue dès le départ, ce qui impliquerait que chacun exprime clairement ses attentes, sa vision de ce qu'il attend du couple, ce que aimer veut dire. Concrètement, c'est quoi? Comment on aime? Et là-dessus, il y a un aspect très juridique parce que ce sont des actes, c'est du quotidien, c'est des protections. Et là-dessus, on se rend compte que les femmes, en majorité, se lancent, sautent dans ce mythe romantique du couple de façon complètement naïve. Et j'ai envie de dire... peut-être qu'on a été baigné de cet univers Disney rose. On nous a dit que c'était fantastique, monsieur allait nous protéger. Non, ça c'est pas la vraie vie. C'est une construction culturelle dans laquelle on a évolué. Mais aujourd'hui, le couple nécessiterait, dans un monde idéal, mais c'est à nous de l'inventer, de vraiment discuter sur les attentes de chacun. Et ça passe par aussi de
de la sécurité matérielle. Aimer, c'est protéger l'autre. Et là, il y a le droit, évidemment, a un rôle, puisque, il ne s'agit pas de promesses, il faut passer à l'action. Donc, le premier, pour répondre à ta question, oui, plus de dialogue. Et ça veut dire aussi une meilleure information, une meilleure information avant même de se projeter dans une vie de couple. Et je ne parle même pas de faire des enfants, ni même acheter ensemble ou se marier. Et là-dessus, on pourrait aussi quand même mieux communiquer. Et c'est vrai que tout ce qu'on entend en ce moment, il y a quand même beaucoup d'offres au niveau des podcasts qui commencent à questionner ce modèle patriarcal. Je pense que ça va dans le bon sens, parce que plus les femmes elles seront informées, mieux elles seront en mesure de se sécuriser, et puis peut-être aussi de faire voler cette espèce d'opprobre sur le fait de s'autoriser à parler d'argent, parce que c'est pas être vénal que de veiller à la sécurité matérielle, c'est se protéger, et ça répond souvent à un besoin primaire, un besoin de mettre un toit sur sa tête et de faire face à ses dépenses quotidiennes. Donc, c'est pas un sujet tabou, on doit être en mesure d'en parler. Et là-dessus, effectivement, il y a un gros travail de déconstruction à faire. Un plan triennal qui intègre la carrière, la parentalité, la vie intime, l'engagement dans des causes, par exemple, associatives. Oui, mais un plan quinquennal, mais déjà triennal, ce serait pas mal. Très bien, mais déjà, quand on s'embarque dans une vie amoureuse, très vite, on va être confronté à des choix. Ça va être emménager ensemble, et puis après, il y a évidemment l'enfant qui va tout bouleverser, mais qui va mettre son travail en retrait. Tout ça, c'est des sujets qui devraient être vraiment débattus, faire l'objet d'une réflexion, voire d'une projection sur les années qui viennent. Et en réalité, dans les dossiers qu'on voit, personne n'a fait n'a fait ce débat-là. Les femmes, très souvent en majorité, alors évidemment, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais ont fait passer en second plan leur carrière, ont privilégié les choix de monsieur. Ce sont elles qui ont arrêté de travailler, notamment, là on a un exemple formidable avec notre consoeur qui vient d'être élue présidente de l'Assemblée nationale, j'ai appris qu'elle était avocate de formation, mais qu'elle avait suivi son conjoint pendant une expatriation et qu'elle avait arrêté de travailler. J'ai jamais vu encore dans les dossiers un cas inverse. Un homme qui suit une femme expatriée, j'ai jamais vu. Ça doit exister, mais on devrait quand même voir plus souvent des situations où pouvoir en discuter. Majoritairement, les femmes ont fait passer leur carrière en second plan. C'est encore vrai aujourd'hui. En quoi l'appareil législatif a-t-il un lien direct avec l'intime ? Alors moi, cette question m'évoque tout de suite mon passé de maire adjoint, puisque nous sommes élus. Et donc, en tant que maire adjoint, j'ai dû célébrer un bon nombre de mariages. Et à cette occasion, je lisais l'article 215 du Code civil, qui dit que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Et ça, pour moi, c'est un point très intime, puisque le Code civil oblige à une communauté de vie entre les époux. Et justement, c'est cette communauté de vie qui peut être remise en question aussi. Parce qu'on voit bien que ça fait partie des difficultés du couple. Alors évidemment, sur le long terme, il y a plein de questions qui se posent autour de ça. Comment élever ses enfants autrement qu'à deux ? Je fais pas une remise en cause de tout. Mais en tout cas, le fait que l'État pense à obliger les époux à vivre ensemble, moi, ça m'interroge. Et puis, derrière cette communauté de vie, il y a aussi le devoir conjugal, quand même, qui est en pointillé, donc avec l'intimité sexuelle qui va avec, mais dont on pourra reparler. Oui, alors je ne sais pas ce que tu entends par intime, est-ce que c'est, puisqu'on parlait des couples, ce qui se passe au sein du couple ou plutôt nous en tant que personnes, parce que évidemment l'intime, en général, le corps des femmes, il est politique. On voit bien qu'aujourd'hui c'est un sujet qui revient complètement sur le devant de la scène avec cette décision absolument hallucinante aux États-Unis qui nous renvoie des siècles en arrière. Donc oui, le corps des femmes est politique, leur utérus est politique, leur visage est politique.
Et là, c'est tout. Moi, je tremble quand je pense à ça, d'ailleurs, parce que c'est absolument révoltant. Comment on a pu faire cette marche arrière? Bon, là, je déborde un peu le sujet, mais, ça donne envie de prendre les armes. Nous aussi, on est révoltés. Non, mais ça donne envie vraiment il faudrait presque inventer une révolution. Demain, là, de toutes les femmes, c'est comment on a pu, aujourd'hui, en arriver là. Ça laisse sans voix. Mais pour revenir plus précisément à ce qu'on évoquait sur l'impact de la loi, l'État a toujours défini des règles, des droits, des devoirs, des interdits qui touchent justement à l'intime. Mais pour ce qui concerne le couple, il est clair qu'on évolue dans un cadre législatif qui n'a rien de neutre finalement, puisque l'État a encouragé un certain modèle. Le modèle de Monsieur Gagnepin, et ça je l'emprunte à une économiste dont j'ai plus le nom là, mais qui l'a bien expliqué. Monsieur Gagnepin qui doit ramener la première source d'argent à la maison, et Madame qui est fortement incitée. Et Madame fait du logis. Voilà, et Madame qui est incitée à rester à l'intérieur. C'est un modèle que l'État a favorisé, puisque et notamment à travers une législation fiscale qui a permis que on puisse fonctionner dans les couples avec un seul qui travaille, puisque quelque part le fait aussi de fiscaliser la moyenne des revenus du couple, ça a rien de neutre, puisque quelque part on a presque incité les femmes parfois à arrêter de travailler, puisque c'était admis par la société, ce qui n'a pas toujours été le cas. Ça, c'est quelque chose qui a été favorisé par nos lois. Donc l'intime est politique, et aujourd'hui on peut quand même questionner, je dirais pas la pertinence, mais la mise à jour requise par certaines dispositions du Code civil qui touchent à la famille et qui sur lesquelles on s'appuie tous les jours, nous, en tant qu'avocats, lorsqu'on intervient en matière de séparation. Alors justement, qu'est-ce qui, dans la loi, fait scandaleusement obstacle aujourd'hui à plus d'égalité entre les femmes et les hommes ? Pour moi, ce qui est peut-être le plus scandaleux, c'est la fiscalité des pensions alimentaires et des prestations compensatoires, qui défavorise celui qui la reçoit, et en général, c'est celle, et qui avantage celui qui la verse. Ah oui, c'est clair, là, c'est un sujet complètement dingue, absurde, parce qu'aujourd'hui, la personne, le père, le plus souvent, qui paye une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, fait une économie d'impôt, alors qu'il s'agit de fonds qui sont là pour faire face à un quotidien, qui permettent directement de faire face aux dépenses au jour le jour des enfants. Et madame, elle est imposée là-dessus. Il y a absolument aucune logique. Et là-dessus aussi, moi, je m'en veux en tant qu'avocate, parce que j'ai fait comme tous mes confrères, j'en ai fait un moyen de négociation. Puisque, clairement, dans une discussion sur la contribution à l'entretien de l'éducation de l'enfant, on met ça en avant pour inciter monsieur à mettre au pot, entre guillemets. Mais cette contribution, d'ailleurs, on pourra en parler, aujourd'hui, elle est très, très mal calculée. Elle est, en moyenne, ridiculeusement basse en France. Les tableaux sont complètement absurdes, ils ne tiennent pas compte ni du coût de la vie, ni de tout ce qui est charge mentale, de la logistique, de s'occuper d'un enfant au quotidien. On a réduit le débat sur la pension alimentaire, on va l'appeler comme ça va plus vite, à finalement au seul coût de l'enfant, mais on sait bien qu'un enfant, c'est pas juste le coût du périscolaire, des activités, etc. Il y a tout ce qui va avec. Oui, et donc finalement, c'est quand même plus... bien sûr, c'est presque plus simple de payer une somme qui en plus vous permet de faire une économie d'impôt que de prendre la vraie charge quotidienne de ce que représente un enfant. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens, et notamment le succès de la résidence alternée, avec des pères qui vont prendre leur part, qui vont être dans un quotidien et qui vont se rendre compte véritablement. Mais pour les générations précédentes, c'est un peu loupé. C'est un peu loupé. Qu'est-ce qui vous révolte dans les situations familiales dans lesquelles vous intervenez ? Alors ça, il y a beaucoup de choses. Nathalie, ce qui me révolte, alors le mot de révolte ne me correspond pas trop, mais ce qui me gêne, c'est la différence de traitement entre l'homme et la femme. Mais
c'est très culturel aussi, ça va très très loin. C'est-à-dire qu'encore une fois, le schéma est tellement répétitif que c'est ça le plus surprenant. En général, voilà, on part de cette belle image. Encore une fois, moi, j'ai ce statut très particulier, cette position très particulière d'avoir célébré plein de mariages, d'être médiatrice familiale et d'être avocate qui termine les divorces, quoi. Donc, qui termine le mariage. Donc, j'ai ce regard du premier au dernier jour, pour ne parler que du mariage, mais pour tous les couples, ça vaut. Et il y a ce sourire des premiers temps, ce bonheur de la journée du mariage qui est vraiment qui saute aux yeux. Et puis après, il y a toute cette dégradation qui est un peu systématique. Alors encore une fois, nous, on est comme les médecins. Hein. On ne peut parler que de ce qui est pathologique dans le couple. Hein. Donc il faut voir aussi qu'il y a des couples qui s'en sortent bien, mais il y en a vraiment énormément qui ne s'en sortent pas bien. Et dans cela, il y a toujours le même dysfonctionnement qui s'installe dans le silence, et on ne sort de ce silence qu'au moment de la séparation. Et c'est tellement dommage. J'ai un sentiment de gâchis qui me fait vouloir intervenir à un autre niveau que avocate ou médiatrice à la fin. On a envie, plus en amont, ce que tu disais, d'accompagner le couple dans des réflexions amont sur ce qu'il entend par amour, ses projets, la répartition, le plan triennal. Oui. S'il y a révolte, c'est dans le gâchis. Et toi, Émilie ? Alors, il y a plusieurs choses. Bon, effectivement, ce modèle qui a été le modèle dominant, très patriarcal, qui a abouti à une paternité parfois très désinvestie, très distante, avec des pères qui sont par là parce qu'ils travaillent et qui se sont mis cette pression de ramener la rémunération à la maison, etc. Bon, ça fait quand même pas mal de loupés au niveau éducatif, parce qu'on a quand même l'impression qu'ils passent quand même à côté de beaucoup de choses assez essentielles, et que finalement, la focalisation sur la construction du patrimoine, elle est un peu triste, parce que ça répond pas à un besoin plus profond, je pense, qu'on a tous en tant qu'être humain. Mais dans une symétrie inversée, il y a aussi un comportement qui me révolte aussi dans les dossiers. C'est qu'on voit aussi chez des femmes, donc c'est pour ça que c'est pas une guerre des sexes, loin, pas du tout, un comportement qui tend à une totale appropriation des enfants, avec une véritable volonté une instrumentalisation des enfants, et une volonté de nier complètement le père, l'importance du rôle du père, alors que là, en face, on a des papas plutôt nouvelle génération, qui ont aujourd'hui 30 ans, 40 ans, qui ont la volonté de s'investir, qui ne demandent que ça, d'avoir une résidence alternée, et en face, on a malheureusement des femmes qui n'arrivent pas à faire le deuil d'une rupture. Bon, souvent, qui aurait pu mieux se passer. C'est sûr que des ruptures bien gérées, on n'en voit pas souvent. Donc, mais il y a un mélange, c'est-à-dire que à la blessure de la rupture, l'incapacité de faire ce deuil, on est dans l'incapacité de dépasser tout ce ressentiment qui nous anime, et de voir que l'intérêt de l'enfant, ça reste, et ça sera toujours, d'avoir un père et une mère, et de pouvoir maintenir des liens avec ce père. Et là, c'est vrai qu'on a aussi des comportements de mères qui ne sont pas raisonnables, qui sont figés dans dans l'intérêt de l'enfant. Qui ne sont pas dans l'intérêt de l'enfant, qui sont figés dans ce ressentiment, dans cette colère. Et là-dessus, évidemment, on essaye, avec la médiation, avec tous nos outils collaboratifs, de faire un travail pour dépasser tout ça. C'est difficile, mais c'est possible. Et parce que dans l'intervalle, c'est complètement mortifère pour des enfants qui sont au cœur du conflit. Et quand vous arrivez en cour d'appel parce que vous plaidez un divorce ou un dossier même de personnes non mariées qui s'est pas arrêté au premier round, on va dire, ça va faire 4 ans que ça dure, avec des enfants qui systématiquement vont pas bien. Alors on les envoie chez les psys, mais les parents sont dans l'incapacité d'avoir dépassé leur conflit, et parce qu'on n'a pas traité le ressentiment.
On n'a pas traité ça. Et là, encore une fois, j'en reviens à la responsabilité des professionnels que nous sommes. Les avocats n'ont pas suffisamment ouvert la porte de ces modes alternatifs que sont la médiation, le collaboratif. Et ça, c'est plus possible. Ça, c'est plus possible parce qu'on a quand même une responsabilité quand on accompagne les gens. Et là, c'est à nous de leur donner les moyens. C'est à nous de leur dire, vous savez, cette porte-là, elle existe. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on entend de manière récurrente. Oui, c'est un pervers narcissique, madame est hystérique, etc. Alors, je sais pas, j'ai des opinions sur le sujet, mais je veux pas ouvrir cette porte-là. Mais en fait, on leur a surtout pas donné l'opportunité de se parler dans un cadre sécurisé et la possibilité aussi de déconstruire un petit peu la croyance que chacun s'est fait de ce que pense l'autre. Et ça, ensuite, c'est une succession de malentendus. Et quand ça dure depuis 5 ans, 10 ans... C'est bien. C'est les enfants qui trinquent. C'est les enfants qui trinquent, bien sûr. Et ça, oui, moi, ça me révolte toujours. Ça me révolte toujours parce que on peut faire une séparation réussie. Hein, c'est pas. Alors, c'est les enfants et les parents, puisque les parents, de toute façon, mais les gens sont tellement abîmés. Ils resteront, si on n'a pas pu débattre ensemble des vraies problématiques qui ont fondé la rupture, les parents resteront dans une optique extrêmement négative l'un de l'autre. Bien et sûr. Ce sera à vie. Le temps, malheureusement, n'améliore pas du tout. Au contraire, le temps pourrit les choses. Il y a pas comme une espèce de calcification, ça les incruste. Et qui va en sont les premières victimes, ce sont les enfants. Bon, tout ça, j'ai l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes en disant ça, mais en tous les cas, une autre méthode est possible. Et là, à titre professionnel, je trouve qu'il faut qu'on prenne notre part, il faut le dire, il faut continuer de le dire, parce qu'il y a encore beaucoup de confrères qui nous disent « Mais non, c'est pas un dossier à médiation, non, pas celui-là », comme s'il y avait, soi-disant, des tas de situations familiales qui ne seraient pas du tout éligibles à ces autres modes-là. C'est pas vrai, c'est faux. Moi, je pense qu'on peut tenter la médiation et le dialogue dans tous les dossiers. Et je ne suis pas spécialement magicienne, mais quand je fais l'analyse de mes situations, j'ai plus de 60% de dossiers dans lesquels j'arrive à mettre les gens autour d'une table. Alors, on n'aboutit pas toujours à un accord, mais on a décalé un petit peu. On a fait se décaler un petit peu les uns les autres, et on a au moins donné la possibilité qu'à un moment, il y ait une parole qui circule. Parce que c'est ça aussi, hein. Il n'y a plus du tout de dialogue, donc c'est la guerre. Le nombre de familles monoparentales ne cesse d'augmenter. Elles représentent 25% des familles et dans 82% des cas, elles sont tenues par des femmes. Le mariage homo, la GPA, PMA. Et si on reprenait tout depuis le début ? Faire famille, c'est quoi ? Et à quel moment le couple peut-il être une arnaque ? Pour la femme et pour l'homme. Là, il y a plusieurs réponses, parce qu'on pourrait dire dès le début... Là, je vous ai fait le gros paquet. Moi, je vois les difficultés. Alors, en fait, quand je suis en médiation ou quand je travaille des dossiers en tant qu'avocate collaborative, parce que je ne fais plus que de l'amiable depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire que je suis une avocate sans robe. Je ne vais jamais au judiciaire. Et donc, j'accompagne toujours mes clients vers un accord. Parce qu'il y a eu justement, comme on le dit, reprise du dialogue grâce à notre intervention. Et ce que je vois, parce que j'essaie de remonter jusqu'au fait générateur de la rupture, le point dans l'histoire du couple qui a fait qu'il y a commencé à y avoir une faille qui ne s'est pas dite, puisqu'encore une fois, c'est le silence et le non-dit qui fait que la faille s'aggrave. Et ce fait générateur, la plupart du temps, je le fais remonter, il apparaît au premier enfant. Et dans mes statistiques, si ce n'est le premier enfant, c'est le troisième. Bizarrement. Le deuxième a l'air de très bien passer, je ne sais pas pourquoi. Et le troisième, alors là, désolé pour les auditeurs, mais c'est la cata, voilà. Donc encore une fois, on peut pas absolument généraliser. Hein. Moi, je fais des statistiques sur mes dossiers. Toujours est-il que, en fait, très clairement, c'est le moment où, pour le premier enfant, il y avait un couple avant. Tant que c'est le couple seul, ça roule, franchement.
Ensuite, à l'apparition du premier enfant, quand il commence à y avoir famille, là, ça change tout. Et je ne veux pas répéter ce qu'Émilie a dit, mais je suis en plein accord avec ce que tu as dit. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une responsabilisation du père en tant que protecteur matériel dans le sens économique de la famille. Et là, c'est culturellement extrêmement important, viscéral pour les hommes, on le constate. Et de son côté, on le sait, la femme s'attache plutôt aux soins donnés aux enfants. Et il y a donc cette répartition des tâches qui, encore une fois, se fait de façon empirique, qui n'est pas véritablement décidée la plupart du temps. Et donc, l'homme devient un père, un protecteur, le bon père de famille, comme on dit. La femme devient une mère, et c'est là où il y a véritablement le danger qui s'instaure. Et il s'installe. Il s'installe. Et il n'y a pas de retour en arrière. Donc voilà, c'est encore ça. Alors ce qu'on voit aussi à la fin de ces couples, c'est que ni l'un ni l'autre ne souhaitait véritablement vivre de cette façon-là. Clairement, l'homme aurait voulu plus de liberté, plus de souplesse, moins de stress, parce que du coup, il se bagarre dans sa vie professionnelle. Il s'endurcit volontairement parce que c'est dur. Et qu'il lui faut ramener de l'argent, être performant, etc. Et puis la mère de son côté, c'est tout ce qu'on vient de dire, la charge mentale, tous les soins, doubler sa vie professionnelle avec la vie de la maison, et tout ça fait beaucoup trop lourd en fait. Donc si doit y avoir l'organisation de notre société en fait à laquelle tu touches. Oui, absolument. Et donc et dont le couple est le symptôme, dont l'évolution des couples, les divorces, est un symptôme. Oui, non mais si tu savais le nombre de femmes qui nous racontent justement ce sentiment d'arnaque en fait, c'est-à-dire que là, c'est vrai qu'il y a un vrai problème parce que pour certaines, elles sont engagées avec une totale candeur dans ce couple, une certaine naïveté, une confiance qui a été donnée aux compagnons. Et puis voilà, la vie se déroule. En majorité, quand même, les femmes aujourd'hui travaillent. Elles ont un emploi, elles n'arrêtent pas de travailler. Elles travaillent énormément parce que, évidemment, il y a la double journée de travail, mais elles sont investies dans leur métier, qu'elles aiment avec passion, sont souvent même brillantes. Et puis arrivent les difficultés, comme tu l'as dit, je reviens pas à ce que tu as déjà dit Nathalie, mais il y a un appauvrissement gravissime à l'heure de la séparation, parce que très souvent le schéma dominant, encore aujourd'hui, c'est que pour les couples qui sont pas mariés, ça concerne quand même des milliers de gens. Monsieur a capitalisé, lui, il a parfois mis son argent dans l'acquisition de la résidence principale, et Madame a dépensé ses revenus dans le quotidien, dans le frigidaire. Enfin, c'est encore quelque chose qu'on voit trop souvent, avec à la clé, on n'a pas réussi à sauvegarder à ses intérêts matériels, et on n'est pas en situation, il y a une vraie inquiétude et incapacité de se loger au moment de la séparation, et c'est évident que c'est un frein aux séparations aussi, il y a des femmes qui ne partent pas parce qu'elles ne peuvent pas, tout simplement. Quand vous êtes en région parisienne avec le coût de la vie, c'est extrêmement compliqué. Donc il y a quand même quelque chose qui dysfonctionne à ce niveau-là. Quand tout le monde a travaillé pendant 20 ans, on devrait quand même... Alors, je dis pas qu'on a tous vocation à être propriétaire, mais enfin, on devrait être en situation de pouvoir se loger. Ça n'est pas possible. Donc là, il y a quand même quelque chose qui a dysfonctionné. Et je pense aussi qu'il y a peut-être, encore une fois, un rôle à questionner de la part des femmes, parce que à vouloir aussi porter toutes ces casquettes, pourquoi on fait ça en fait? Pourquoi on devrait être des super épouses, des gestionnaires du foyer, organiser les anniversaires en se mettant une pression pas possible, aller chercher les chemises de monsieur, faire la conductrice de travaux. Être une femme active. Mais pourquoi en fait? Pourquoi on fait tout ça? Non mais occupez-vous de vous, mesdames, déjà quoi. Moi j'ai envie de leur dire ça.
occupez-vous de mesdames. Parce que oui, c'est pas une arnaque qui a été consciemment décidée. C'est aussi ce bain culturel dans lequel on a évolué. Et on est censé tout faire. Enfin, oui, mais en fait, parce qu'on le veut bien. Ouais. Parce qu'on le veut bien, je suis désolée. Et il faut arrêter aussi avec ça et peut-être bien déterminer ses priorités, sachant qu'il n'y a pas de remise de médaille à la fin. Alors, qu'est-ce qu'apporte la médiation et quel est le rôle des avocats en médiation ? Alors ça, c'est... Alors, la médiation, c'est une méthode extraordinaire de résolution des conflits. La médiation, c'est le fait de prendre un médiateur pour aider des personnes en conflit à retrouver le dialogue. La confidentialité est garantie et donc la confidence. En fait, c'est un espace où on doit pouvoir s'exprimer et donc ce que va faire le médiateur, c'est qu'il va favoriser l'expression. Et moi, j'ai l'habitude de dire que dans le mot expression, il y a expression. Il y a le fait de sortir la pression de soi, en fait. Et en tant que médiatrice, c'est ce que je constate à partir du moment où je donne la parole à l'un, puis à l'autre, chacun ayant l'obligation d'écouter l'autre sans l'interrompre, et ça, j'y veille avec fermeté. Eh bien, en fait, c'est le moyen de se soulager de ce qu'on porte en soi, d'une part, et puis aussi d'accéder à la compréhension de ce qui s'est passé à l'intérieur de l'autre. Parce que pendant toutes les années précédentes, et ça, quel que soit le domaine du conflit, parce que là, on parle beaucoup de la famille, mais ça n'est pas que ça, c'est tous les conflits. Il y a vraiment un système qui a été compris, en fait, de la constitution d'un conflit. Eh bien, il y a toujours l'absence d'expression. On ne se dit pas les choses parce que on est bien élevé, parce que ça se fait pas, parce que le temps va remédier aux choses. Or, le temps, c'est juste la catastrophe pour ça. Pour des tas de soi-disant bonnes raisons, en fait, on va pas dire les choses. Peut-être aussi par manque de courage, parce que c'est vrai qu'il faut être courageux pour se dire les choses en vérité. Et là, la médiation, c'est l'espace où ça a lieu. Grâce à le savoir-faire du médiateur, on a quand même reçu une formation qui est aujourd'hui de 200 heures. Et puis, il y a toute l'expérience aussi professionnelle qui fait qu'on sait faire et on sait repérer les zones qui doivent être travaillées. Et donc, on aboutit à une compréhension mutuelle de ce que les personnes avaient mal interprété l'une de l'autre. Parce qu'en fait, quand on est en conflit, on projette, on s'estime toujours victime de l'autre étant le coupable. Et quand on est médiateur, on voit les deux personnes raisonner de la même façon l'une envers l'autre. Chacune s'estime victime de l'autre et que l'autre est le coupable. Et en fait, il y a pas ni victime ni coupable. Il y a deux personnes qui ont eu des attitudes qui ont favorisé l'émergence et le développement de ce conflit, de ce différend, de ces non-dits. Et la médiation permet de revisiter le passé, de le comprendre enfin, d'une façon qui n'aurait jamais pu intervenir s'il n'y avait pas eu cette rencontre, et de dépasser le conflit. Et ce qu'apporte la médiation, c'est donc cette compréhension, ce soulagement, le retour vers le respect de l'autre et sa propre dignité, parce que le conflit empêche de respecter celui qu'on considère comme le coupable, et empêche de se voir soi-même avec dignité. Donc on retrouve ça et on retrouve forcément la voie de l'accord. Et cet accord, il est organisé par les personnes elles-mêmes. C'est pas un juge qui tranche et qui décide aussi bien qu'il le peut pour le meilleur des deux parties. Non, là, ce sont les deux individus qui décident eux-mêmes de leur modus vivendi pour l'avenir. Et en médiation, ce qui est aussi extraordinaire, c'est de voir tout ce déroulement, d'une part, et puis d'autre part, et nous, en tant qu'avocates, c'est important pour nous,
de voir que l'accord va être exécuté. Ce qui n'est pas toujours le cas quand c'est une décision de justice. Parce que j'entendais encore un client dire récemment, j'ai été condamné à une pension alimentaire. Oui, c'est le terme, effectivement, monsieur, c'est votre participation à la vie de l'enfant. Et lui, il entendait condamné. Et ça ne met pas en bonne disposition pour exécuter. Alors que dans les modes de résolution amiable des conflits, il n'y a pas que la médiation, il y a aussi le travail des avocats eux-mêmes qui peuvent intervenir de cette façon-là en l'absence d'un médiateur, c'est-à-dire en favorisant le conflit, en favorisant le dialogue et en mettant à bas le conflit justement. Ça c'est c'est le processus collaboratif, la procédure participative. Bref, il y a des outils qui existent déjà depuis des dizaines d'années et dont les avocats s'emparent de plus en plus. Donc ça, c'est juste merveilleux. Il faut quand même savoir qu'il y a un taux de réussite qui est près de 100%. C'est-à-dire que si on commence à travailler dans le dialogue, autour d'une table, tous ensemble, avec une certaine bienveillance quant à ce qui s'est passé entre les parties, eh bien, on aboutit à... d'abord, on travaille dans une atmosphère apaisée, qui est très valorisante pour chacune des parties, très calmante, thérapeutique presque. En tout cas, c'est la thérapie de la relation. C'est pas la thérapie des personnes, ça appartient au domaine de la psychothérapie, mais la thérapie de la relation. Et puis, on aboutit donc à un accord. Quoi de plus efficace dans 100% des cas quand c'est les avocats eux-mêmes. Quelle place la sexualité prend-elle en médiation? Et à quel moment s'invite-t-elle? Comment faciliter le dialogue intime? Ça permettrait de sortir d'un conflit massif. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette omerta sexuelle qui nous met tellement à cran? Alors, moi, je trouve que la sexualité en médiation, c'est le retour de la vitalité. Donc, souvent, les clients sont assez touchants quand ils en parlent parce que quand ils viennent nous voir, c'est que c'est terminé. Mais ils restent attachés et on voit bien qu'ils parlent de ce moment-là comme quelque chose de perdu. Mais on voit bien que ça a été le ciment, le liant du couple, la sexualité. Et c'est la vitalité. Et malheureusement, nous, quand on les reçoit, il y a quelque chose qui est terminé, pour ce qui est de la vie du couple. Ça c'est rare de les remettre ensemble à ce niveau-là. En revanche, quand on ouvre cette porte de la médiation, il y a vraiment l'idée aussi de remettre de la vitalité dans la relation, qui est justement complètement dysfonctionnelle, qui a quelque chose de mortifère, on se déteste. Et en faisant circuler la parole, on va refaire circuler quelque chose qui est figé. Donc, il y a un retour de la vitalité. Je fais un peu le lien avec ce que tu dis. Après, je n'ai pas assez de recul en tant que médiatrice pour avoir plus d'opinion sur le sujet de la sexualité en particulier. Moi, mon expérience, c'est que la sexualité, elle a disparu et parfois de façon étonnante depuis plusieurs années dans le couple. Et quand je dis plusieurs années, ça va de 5 ans à 10 ans, 12, voire 15 ans. J'ai même en tête quelques rares expériences où il n'y avait pas eu de sexualité du tout. Ce qui est quand même assez frappant, toujours dans le non-dit. Donc, on en parle en médiation, en tout cas, c'est mentionné. Voilà, c'est surtout l'absence de sexualité qui est donc mentionnée. Et encore une fois, ce qui apparaît, c'est pourquoi pas de sexualité? Parce qu'il y a du ressentiment, en fait. Il y a déjà du ressentiment. Généralement, c'est la femme qui se soustrait à l'acte sexuel parce qu'elle éprouve des griefs envers son conjoint. Et donc, elle n'est plus apte à s'ouvrir. Encore une fois, si la parole était intervenue au moment clé, il y aurait eu maintien de la sexualité et donc de cette vitalité que tu évoques, Émilie, effectivement, dans le couple. Donc, c'est grave. Donc, moi, ce que je conseillerais,
c'est d'aller voir un médiateur ou un thérapeute de couple ou un sexothérapeute une fois par an. Minimum. Minimum, mais au moins une fois par an. Bah oui, pour s'occuper de son couple. Prendre cette résolution, voilà, s'occuper de son couple. Et moi, j'appelle ça le point bilan perspective. Et je me disais, pourquoi le 14 février, ce serait pas la date, par exemple, la date anniversaire, chérie, il faut qu'on y aille. Et voilà, le moment où les choses sont enfin dites, exprimées. Qu'est-ce qui n'a pas été dans l'année écoulée? De quoi on parle? Et là, on se fait une petite parenthèse à cœur ouvert. Et comment on prépare l'année suivante? Qui fait quoi? Comment on vit? Quel projet on mène? Et peut-être qu'on peut expliquer là pourquoi il faut un tiers pour avoir ce dialogue. Parce que si on nous écoute, on peut dire on peut avoir cette discussion. Pourquoi on va aller payer? Il y a souvent la question du coût. Parce que le tiers permet justement que les choses difficiles soient exprimées et soient entendues par l'autre. Et c'est cette tierce personne, qu'il soit médiateur ou sexothérapeute ou psychologue de couple, qui va permettre cette circulation. Parce que c'est pas facile de dire des choses profondes qui touchent à l'intime et qui touchent à la sexualité. Et c'est justement la présence du tiers qui va rendre possible l'expression de ce qui est trop difficile à sortir, et qui va aider à ce que ça soit entendu par l'autre aussi. Entendu, compris. Il y a tout un travail qu'on fait en médiation sur... de traduction. Oui, de reformulation sur les signifiants. Quand tu dis, je sais pas moi, pomme, l'autre, il n'entend pas pomme. Et puis, ça veut pas dire pomme. Et qu'est-ce que c'est pomme pour toi? Tu vois, on peut passer 10 minutes là-dessus. Non, mais il y a vraiment... Donc, le tiers, il est fondamental parce que se parler, c'est pas en one-to-one. Sinon, on sait très bien ce que ça donne. Très souvent, on va faire du ping-pong, mais on va pas s'écouter. On va être sur des réflexes défensifs. Et donc, le tiers, le professionnel formé à ce dialogue, il est la condition presque de réussite du dialogue compliqué sur des sujets aussi profonds que la sexualité ou les questions matérielles et patrimoniales qu'on a évoquées tout à l'heure. Vous développez ensemble un merveilleux projet. Antidote. C'est quoi? C'est pour qui? Et ça va changer quoi? Nous, c'est un changement dans la façon de procéder, c'est-à-dire, vous avez compris, la promotion du dialogue, aidé par les avocats. Parce que les cabinets d'avocats sont le lieu où les choses sont dites. D'habitude, elles ne sont pas partagées avec l'autre, puisqu'on est dans la bagarre judiciaire. Et c'est là où le changement a lieu en ce moment. Bien formés aux techniques de communication, à l'écoute active et à la reformulation, les avocats proposent un savoir-faire complet pour mener à bien une séparation ou même parfois remettre un couple sur les rails. On invite à une médiation où on se charge nous-mêmes de rétablir le dialogue entre les parties au lieu d'entraîner chacun à se battre dans une procédure judiciaire où personne ne comprend plus rien de la réalité du vécu de chacun et à l'issue de laquelle un jugement tranchera en droit une situation où en fait c'était les sentiments et les émotions qui ont en réalité primé. Dans cette nouvelle façon d'appréhender les conflits, nous intervenons avec professionnalisme en encadrant nos clients pour les amener à se dire les choses et à trouver le meilleur accord. Et il n'y a personne mieux placé qu'eux pour décider de leur avenir. Oui, l'idée, c'est évidemment la promotion du dialogue, mais aussi, on a la conviction que c'est très puissant, que c'est transformatif et que c'est aussi porteur de valeur en soi. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, Nathalie, la décision subie, elle est évidemment mal vécue. En revanche, quand vous ouvrez cette porte des dialogues, et c'est aussi vrai, on n'en a pas parlé dans les relations professionnelles. Moi, je suis frappée, j'essaye de le promouvoir, d'organiser des rencontres en accompagnant des salariés qui sont pas en mesure de faire cette démarche seule pour aller rencontrer un supérieur hiérarchique ou un directeur et exprimer vraiment les difficultés qui sont rencontrées au travail. Je suis frappée d'entendre à quel point ça leur fait du bien. Ça les replace complètement au centre du jeu. On n'est pas là à leur porte-parole, on parle pas à leur place. Nous, en tant qu'avocats, on est vraiment soutenants. Et vraiment, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'affirmation de soi. Pour les personnes qui sont en mesure de faire cette démarche, d'aller dire vraiment ce qui va pas, ce qui remue. Et puis derrière,
oui, on pense que c'est un moyen sans doute plus efficace que de travailler sur un changement de normes. Donc, on pense que c'est transformatif parce que c'est clair que moi, le modèle de lutte sociale qu'on connaît en France, il m'interpelle. Quand je pense il se trouve que dans ma ville, il y a depuis plusieurs jours des salariés qui sont en grève devant leur hôtel. Alors il y a de la musique, il y a quelque chose de joyeux, mais en tous les cas, ils ne sont pas entendus, ne sont pas reçus. Cette grève, elle revient de façon assez cyclique, donc on se dit mais comment c'est possible ? Comment c'est possible que ça soit ça revienne ? Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc on peut aussi réinventer la façon de conduire des luttes sociales en France. Et je pense que c'est évidemment... la voie de la réforme, elle passe par le dialogue. Parce que si vous mettez des gens autour de la table, ils sont en mesure quand même d'entendre ce que les uns et les autres expriment pour pouvoir ensuite envisager la possibilité d'autre chose. Quel est votre atout majeur dans votre vie de femme pour participer à ouvrir cette nouvelle ère ? L'expérience. Oui, l'expérience de vie, ça c'est sûr que nos expériences personnelles, elles nous enrichissent. Qu'il s'agisse des séparations, des maternités, des luttes professionnelles, tout ça, c'est très nourrissant pour le futur, c'est évident. À quoi verrons-nous que nous aurons réussi ? Quand nous aurons une société apaisée et des individus souriants autour de nous. Oui, même réponse. C'est vrai que l'apaisement, et je sais bien qu'on termine là-dessus parce que c'est ce que j'entends de la part des clients et ça fait vraiment plaisir. Quand on leur a donné la possibilité justement d'exprimer en direct eux-mêmes ce qui les a à ce point meurtris, que ce soit dans le cadre d'une séparation ou d'un conflit professionnel de travail, on les retrouve plusieurs mois après, vraiment apaisés. Il y a quelque chose qui est rallumé. Là, j'ai reçu une cliente il y a quelques jours pour lui restituer un dossier. Et j'ai vu qu'elle avait tourné la page, qu'elle avait avancé dans sa vie, qu'elle avait vraiment laissé ses valises. Donc ça, c'est très, très valorisant. C'est très positif parce qu'on a l'impression d'avoir fait un travail de dépassement grâce aux outils, encore une fois, que nous permettent les modes amiables. Avant de se dire à bientôt, Nathalie, Émilie, je vous propose dans ce studio de nous installer dans notre espace intime. Nous prenons le temps, ensemble, de nous inspirer depuis nos intérieurs, à l'écoute de nos dedans. Je vais vous poser quelques questions, vous répondez par association libre, en flottant. À quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité ? Toujours. Oui, régulièrement aussi. Pas de problème à ce niveau-là. En quoi ton coquelicot est-il une force ? C'est toute ma sensibilité. C'est effectivement très puissant. Si on y réfléchit bien, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Qu'est-ce qui t'a le plus touché pendant ce temps de partage ? Notre complicité. La capacité de s'émouvoir, là aussi, rien qu'en parlant de sujets qui nous touchent. Là, je suis surprise de me faire un peu rattraper par mes émotions sur des sujets pourtant, je pense, distanciés, mais finalement, non, tout est très lié et tout est très intime finalement. Coquelicot, à présent ancré en toi et relié aux autres coquelicots, avec quoi tu repars ? De la gratitude. De l'énergie. Merci Nathalie. Merci Émilie. Merci Caro. Merci Caroline. À très bientôt pour un nouvel épisode de Coquelicot. Coquelicot, je nous trouve très beaux.